Donc, nous allons entamer cette deuxième table ronde qui concerne cette fois-ci les usages que nous faisons des plantes. Et donc, l'objectif de la discussion, c'est de comprendre l'utilité des plantes et la façon dont nous les utilisons au quotidien. Et pour ce faire, donc, nous recevons trois spécialistes qui vont vous exposer leur façon dont les plantes les intéressent et ce qu'ils en tirent comme information et comme utilité. Donc, cette table ronde est, comme vous pouvez le comprendre, un petit peu anthropocentrée et c'est en fait l'utilité que l'homme tire des plantes, pour le coup. Donc, aujourd'hui, avec nous, nous avons Catherine Bataillon. Bonjour Catherine. Donc, Bonjour. Catherine, tu enseignes la botanique à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Ouais, Euh, Tu exerces en parallèle en tant que formatrice au sein de l'association Couleurs en Herbe, ouais, située à côté de Toulouse, à Castanet-Tolosane. ouais, Et donc, les formations que vous proposez portent notamment sur la botanique et ouais, les teintures végétales, dont tu nous parleras un tout peu à plus fait. tard. Très bien. Nous recevons également Frédéric Lézac. Bonjour Bonjour. Frédéric. Donc, tu es auteur et fondateur de la maison d'édition Plume de Carotte. Donc, toi, personnellement, tu as toujours été sensible à la protection de l'environnement pour, au final, te lancer dans l'écriture et dans la fondation, justement, de cette maison d'édition. Tout ça autour de la thématique de la nature. Et c'est en 2011 que Plume de Carotte voit le jour. Et donc, voilà, c'est vraiment 2001. une 2001. 2001, 2001. 10 plutôt. On a C'est 10 ans de moi plus. qui ai. Et du coup, voilà, c'est une maison d'édition qui est pour le coup spécialisée dans les ouvrages et sur les liens nature-culture. Nous recevons également François Chassagne. Bonjour. Bonjour François. Donc, tu es chercheur à l'IRD, donc l'Institut pour le développement, et tu es spécialisé en ethnopharmacologie. Ah oui. Donc, au cours de tes études de pharmacie, tu t'es intéressé aux plantes et plus particulièrement à leur usage en médecine. Tu deviens ainsi spécialiste en ethnopharmacologie et c'est une matière qui a pour but, du coup, la validation scientifique des remèdes traditionnels. Comme l'évoquent vos parcours à tous les trois, vous trouvez chacun dans les plantes une utilité bien différente et c'est du coup ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc, dans ce contexte anthropocentré dont je vous parlais au début, et plus largement dans un contexte qui concerne tous les animaux, la première utilité pour nous des plantes, elle est vitale. En d'autres termes, sans plantes, nous ne serions tout simplement pas là. Et donc c'est par cette porte d'entrée qu'on va commencer la table ronde. Donc, François, je vais te laisser la parole. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, de façon un chouïa plus scientifique, de pourquoi est-ce qu'on dépend tout simplement des plantes? Donc en introduction, moi j'aimerais tout d'abord vous définir ce qu'est une plante, ce qu'est un végétal en fait, et donc essayer de le replacer dans son contexte, dans le contexte du vivant, en fait des autres êtres vivants, et essayer de mieux comprendre en fait ce qui différencie les végétaux, les plantes des autres groupes d'êtres vivants, et puis voir aussi quelles sont les similitudes entre les plantes. Et donc pour ça, je vous montre ici l'arbre du vivant. Donc c'est un arbre du vivant un peu simplifié, avec différents embranchements. Donc vous voyez différentes couleurs, différents embranchements qui correspondent chacun à des groupes. Et donc on va revenir sur ces groupes et je vais vous détailler en fait petit à petit les différents groupes jusqu'à arriver aux végétaux. Donc, ce qui est important de noter, mais ce n'est pas le principal ici, le point principal ici dans cette présentation, c'est de voir en fait que on a tous en fait un ancêtre commun qui remonte à plusieurs millions d'années. Et finalement, toutes les espèces, tous les êtres vivants présents sur Terre ont évolué à partir de cet ancêtre commun. Et donc, ça a donné différents groupes. Le premier groupe sont les bactéries. Donc, ce sont des cellules prokaryotes, ce qu'on appelle des cellules prokaryotes. On va dire que c'est des cellules simples. Donc, les bactéries, donc vous connaissez, hein, c'est des bactéries, ça peut donner des maladies, mais c'est également il y a certaines bactéries aussi qui sont bénéfiques pour l'organisme, comme par exemple dans la flore intestinale, etc. Puis, il y en a dans l'environnement, un peu partout. Voilà, donc les bactéries, c'est le premier groupe. Quand on passe de cellules prokaryotes, les bactéries, à des cellules eucaryotes, on arrive au premier groupe qui sont les protozoaires, qui sont en fait des cellules eucaryotes, qui sont un peu plus complexes que les cellules des bactéries. Mais ça reste des organismes à une seule cellule, donc des organismes unicellulaires.
Ensuite, on va passer à un autre groupe, qui est le groupe des animaux, que vous connaissez bien, qui sont des organismes en fait pluricellulaires, donc avec plusieurs cellules. Et donc, dans ce groupe-là, bien évidemment, vous avez les mammifères, hein, qui sont tout en bas. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez comme flèche. Je vais peut-être vous mettre un petit pointeur. Voilà. Donc, les mammifères qui sont ici. Et donc, ça, c'est les animaux. Et ce qui est intéressant donc, à voir, c'est que les champignons forment un groupe à part entière et ne sont pas inclus dans le groupe des plantes, donc, qui sont ici en vert. Les plantes, si on fait un petit zoom donc, sur les plantes, vous voyez en fait qu'il y a une grande diversité d'espèces et de types de plantes. Vous avez aussi bien les algues vertes que les algues brunes, les algues rouges, tout un tas de types d'algues, des lichens, des mousses, des fougères, les cycas, conifères, ginkgo, monocotylédones et dicotylédones, donc qui représentent les plantes à fleurs, les prêles, lycopodes. Toutes ces espèces-là, en fait, sont incluses dans le groupe des végétaux. Pourquoi? Parce qu'elles ont un point commun qui est la présence de chlorophylle donc dans leurs cellules. La chlorophylle, c'est quoi? C'est un pigment vert qui permet la photosynthèse. Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut parler de plantes, c'est parce que les plantes ont tous de la chlorophylle à l'intérieur de leurs cellules. Alors, c'est quoi la photosynthèse? Donc, on va discuter brièvement de ce que c'est. En fait, la photosynthèse, c'est la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Donc, en fait, brièvement, vous avez la feuille et donc la chlorophylle qui va utiliser l'eau de l'environnement, le dioxyde de carbone, et avec l'énergie lumineuse, une réaction va se produire qui va permettre la création de matière organique, de sucre et de dioxygène. Le sucre, lui, va être utilisé pour le développement donc, de la plante. Donc, ça va être nécessaire pour le développement de la plante. Et le dioxygène, lui, va être relargué dans l'environnement et va être donc utile pour nous, êtres humains, puisque ça va être, en quelque sorte, on peut dire, un service rendu donc, par la plante à l'homme. Et donc, ces services-là, on appelle ça des services écosystémiques. Donc, ce sont des services plus généralement rendus, pas seulement par les plantes, mais également par la nature, d'une manière un peu plus générale. Donc, ces services écosystémiques, vous en avez plusieurs. Vous en avez de 4 types. Vous avez le premier donc, service qu'on appelle le service de soutien. Donc, ce sont des termes un peu techniques. L'idée, ce n'est pas que vous reteniez les termes, c'est plus vous montrer un peu d'une manière générale quels sont les services que rend la nature à l'être humain. Donc, les services de soutien, dont la photosynthèse notamment, cycle des nutriments, formation des sols. Donc, les services de soutien, c'est quoi? C'est ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des autres services écosystémiques. Vous avez ensuite les services de régulation. Donc, la régulation, par exemple, de la qualité de l'air. Avec l'oxygène, mais également avec les océans, par exemple, qui vont capter le dioxyde de carbone, régulation du climat, de l'eau, régulation de l'érosion, voilà, purification de l'eau et traitement des déchets, régulation des maladies nuisibles, pollinisation. Voilà. Les services de régulation sont en fait les bénéfices obtenus par le processus de régulation de l'écosystème. Ensuite, quelque chose qui nous intéresse plus sont les services d'approvisionnement. C'est-à-dire que la nature, les plantes, vont nous fournir des matières pour nous nourrir, l'alimentation, une matière première également pour faire des teintures, des constructions et nous chauffer. Ça va également nous permettre de nous soigner et puis bien évidemment, avec l'eau douce qu'on trouve dans la nature, de nous abreuver. Et finalement, le dernier service que rend la nature à l'homme, c'est des services culturels, avec notamment un impact sur la santé mentale, physique, sur le loisir, l'écotourisme. Donc, on parle notamment, il y a un exemple, des randonnées que vous faites dans la forêt. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous ressourcer. Voilà, ça fait partie de ces services-là. Valeur esthétique, par exemple, les plantes que vous utilisez en ornemental pour décorer votre maison ou les fleurs que vous allez donner à votre femme ou à votre mari, c'est ça également qui contribue à la valeur esthétique des plantes. Puis valeur spirituelle et religieuse, donc avec certains lieux qui sont sacrés dans la nature, par exemple. Donc, les services culturels, bénéfices non matériels obtenus des écosystèmes. Voilà. Donc, pour nous introduire, nous tous les trois, j'ai essayé de reprendre ces différents services et de nous représenter qu'est-ce qu'on va finalement vous dire aujourd'hui. Donc, Catherine va vous parler des plantes tinctoriales. Donc, ça fait partie des services d'approvisionnement, donc services rendus par la nature, services d'approvisionnement. Moi, je vais vous parler donc des plantes comme ressources médicinales.
Et Frédéric donc, va vous parler de la mise en valeur des plantes dans les livres. Voilà. Alors, je ne sais pas si Catherine et Frédéric, vous voulez rajouter quelque chose. Non, on peut rajouter aussi les tissus aussi qui sont faits avec les plantes, enfin le coton, le lin, etc. Et les instruments de musique, enfin dans les loisirs, à partir de bois. Oui, tout à fait. C'est vrai. Frédéric, tu veux rajouter quelque chose? C'est bon pour toi. Je le ferai tout à l'heure lors de mon intervention autour d'une petite plante toute simple et toute bête qu'on connaît tous qui s'appelle le pissenlit et qui nous rend, sans qu'on le sache forcément, tous ses services. Voilà. Ok, super. Donc, merci à tous les deux. Donc, du coup, je vais enchaîner tout de suite donc, sur ma présentation à moi, donc sur les plantes utilisées en médecine. Donc, les plantes utilisées en médecine. Alors, tout d'abord, avant de parler des plantes en médecine, j'aimerais vous dire en fait l'importance du nombre d'espèces de plantes qu'il y a autour de nous, puisqu'il y a à peu près 400 000 espèces de plantes sur Terre, hein, c'est quand même énorme. Et parmi celles-ci, on a 374 000 plantes vasculaires. Alors, les plantes vasculaires, c'est quoi? Donc, c'est ce groupe-là que j'ai entouré donc, en noir donc, sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Les plantes vasculaires, en fait, sont des plantes qui possèdent des vaisseaux qui permettent la circulation de la sève à l'intérieur. Et donc, parmi ces plantes, vous avez en fait tout ce qui est lycopodes, prêles, fougères, donc conifères, ginkgo, et bien sûr, les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs, en fait, qui constituent en termes de nombre d'espèces le plus gros groupe. Hein, vraiment, les plantes à fleurs sur Terre, c'est vraiment un des plus grands groupes, hein, puisqu'on a à peu près 340 000 espèces de plantes à fleurs. Voilà. Et donc, je vous présente ça juste pour vous dire que si on regarde toutes ces plantes vasculaires, parmi celles-ci, il y en a 28 000 qui sont utilisées en médecine. Donc, ça fait à peu près 7 à 8 % donc, des plantes vasculaires qui sont utilisées en médecine. Donc, ça fait quand même beaucoup de plantes, donc presque 30 000. Et ces plantes utilisées en médecine, en fait, elles proviennent de différentes médecines traditionnelles. Alors, on peut citer notamment la médecine traditionnelle chinoise, hein, qui emploie plusieurs milliers de plantes hein, dans leur pharmacopée. Vous avez également la médecine ayurvédique, hein, la médecine indienne, qui emploie également à peu près 2000 espèces de plantes. Vous avez la phytothérapie européenne, pour ne citer qu'elle, et puis d'autres médecines non institutionnalisées, plutôt de tradition orale, que sont les médecines des Outre-mer, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Voilà, je ne vous ai pas marqué tous les systèmes médicaux traditionnels, il y en a bien d'autres, mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a beaucoup de systèmes médicaux traditionnels qui contribuent donc à ce grand nombre de plantes utilisées en médecine. Si on regarde maintenant celles qui sont reconnues officiellement donc, par les États et donc qui les ont enregistrées, qui les ont inscrites dans leur pharmacopée, hein, c'est-à-dire la pharmacopée sont des registres donc, recensant les matières premières donnant des médicaments, on voit qu'il y en a 4400. Donc 4400 plantes qui sont enregistrées, donc soit dans la pharmacopée européenne, dans la pharmacopée chinoise, dans la pharmacopée américaine, etc. Et parmi ces 4400 plantes, on en a 100 à peu près qui sont sources de médicaments modernes. Voilà. Donc, et maintenant, donc, j'aimerais vous présenter quelques exemples donc, de plantes connues qui donc, finalement ont fourni donc, des médicaments maintenant qui sont utilisés presque quotidiennement pour différentes affections. Donc, une des plus connues, c'est l'armoise annuelle. Donc de son nom scientifique Artemisia annua. En fait, cette plante-là, elle est utilisée en médecine traditionnelle chinoise contre les fièvres depuis plus de 1600 ans. Donc, puisqu'on la retrouve dans un livre qui est un livre en fait qui donne des formules pour traiter des urgences, des problèmes vitaux, on va dire. Et donc parmi tous les plantes qui sont citées, les remèdes qui sont cités dans ce bouquin, donc c'est un livre, un manuscrit chinois donc qui date de l'an 300, il y a donc l'armoise annuelle qui est citée comme étant pour traiter les fièvres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, il y a
Donc, la guerre du Vietnam qui bat son plein, donc avec le nord du Vietnam qui se bat contre le sud du Vietnam. Le nord du Vietnam est soutenu par les Chinois et le sud du Vietnam est soutenu par les Américains. Au nord, donc, les Vietnamiens sont très impactés par le paludisme. Le paludisme, donc, c'est une infection qui est transmise par un insecte, un moustique qui pique les gens et qui transmet un parasite qui ensuite peut induire la mort ou en tout cas des accès de fièvre dans les cas les plus légers. Et donc, ces soldats vietnamiens du Nord sont très affectés donc, par le paludisme. Et donc, ils sont même plus affectés par le paludisme que par la guerre en elle-même. Donc, ils font appel à leurs cousins chinois pour les aider à trouver des nouveaux antipaludiques, donc pour les traiter donc, les soldats et empêcher donc, qu'ils aient le paludisme. Et donc, il y a un gros programme qui est lancé, qui s'appelle le projet 523, qui est lancé donc en Chine pour trouver donc de nouveaux antipaludiques. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir différentes branches dans ce programme. On va tester différentes choses, des produits synthétiques, des produits minéraux, etc. Et puis, il va y avoir un volet plantes où les gens vont s'intéresser à la médecine traditionnelle. Ils vont commencer à screener, les Chinois, hein. Ils vont commencer à screener donc, leur médecine traditionnelle et regarder tous les livres qui sont utilisés donc, et qui mentionnent des plantes donc, pour traiter les fièvres. Ils vont faire toute une liste. Ils vont aller collecter ces plantes, faire des extraits de plantes et ensuite les tester sur un modèle. Ici, donc, c'est des modèles de souris infectées par le paludisme et voir si ça améliore l'état de la souris qui est infectée après lui avoir donné donc, des extraits de plantes. Il se trouve qu'il screen près de 600 plantes différentes, donc des centaines de remèdes, et il trouve une plante qui marche particulièrement bien, c'est donc l'armoise annuelle. Cette plante-là donc, va être étudiée au point de vue chimique pour essayer de voir quel est le composé qui est bioactif. Et Yu Tu, donc quelques années plus tard, en 1972, va réussir à isoler la molécule qui est responsable de cette activité. Il se trouve que quand on isole la molécule elle-même, elle est beaucoup moins biodisponible, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins difficilement absorbable par l'intestin, par l'estomac et l'intestin, et donc elle se dégrade très facilement. Donc il va falloir faire des dérivés de cette molécule-là. Et donc, c'est après, donc, il va y avoir tout un processus scientifique pour faire ça. Et c'est en 2007 que les dérivés donc, de cette molécule-là seront approuvés et utilisés maintenant contre le paludisme. Et ça fait partie maintenant donc, des médicaments les plus utilisés contre le paludisme à travers le monde. Donc, vraiment une découverte assez importante. Et d'ailleurs, qui a valu à Yu Tu donc, le prix Nobel de physiologie de médecine en 2015. Autre exemple, donc cette fois-ci issu de la médecine ayurvédique, on va parler du Sarpaganda, donc une espèce qui se nomme en termes scientifiques Rauwolfia serpentina. Cette plante-là, en fait, elle est utilisée en médecine ayurvédique contre la fièvre, les maladies mentales et les morsures de serpent. Vous pouvez voir sur le petit schéma donc, à droite. Et même Mahatma Gandhi donc, l'utilisait, lui, comme tranquillisant. Il est dit que Mahatma Gandhi l'utilisait comme tranquillisant et contre l'hypertension. Donc, il va y avoir des scientifiques qui vont essayer de travailler sur cette plante-là, c'est de voir quels sont les principes actifs qui sont responsables de l'activité. Et donc, ils vont réussir à isoler une molécule responsable de l'activité qui s'appelle la réserpine, en 1952. Ils vont se rendre compte en fait que cette molécule est un puissant hypotenseur, donc ça diminue la tension. Donc, évidemment, ça a donc un effet contre l'hypertension. Et elle va être très vite commercialisée dès les années 60, à la fois comme antihypertenseur, mais également comme antipsychotique, puisqu'on démontrera également qu'elle a des effets donc, sur les troubles psychiques. Un des problèmes majeurs de cette molécule, c'est qu'elle a beaucoup d'effets indésirables, elle est assez toxique, donc maintenant, elle n'est plus très utilisée en tant qu'antipsychotique, mais il reste quand même, dans la pharmacopée française en tout cas, un médicament qui utilise de la réserpine comme antihypertenseur. Voilà donc pour ce deuxième exemple. On va passer maintenant à un autre exemple, un troisième exemple, qui est plus lié à la phytothérapie européenne, donc des plantes qui sont proches de chez nous. Et je vais vous parler donc de la digitale, que vous avez
certes peut-être vue lors de vos balades botaniques ou pas. En tout cas, c'est une plante que vous trouverez en France. D'ailleurs, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps sur un rond-point pour ceux qui sont auprès du campus Université Paul Sabatier à Toulouse, ou si vous y passez, voilà, on retrouve la digitale donc, sur un rond-point en face du Crêpes de Toulouse. La digitale, donc, cette plante-là, elle est utilisée pour traiter les œdèmes en Angleterre. Donc, c'était un docteur, docteur William Wittering, qui a découvert en fait cette plante par hasard, puisque une de ses patientes en fait avait des œdèmes qu'il n'arrivait pas lui-même, le médecin, à traiter. Il n'arrivait pas à traiter les œdèmes de sa patiente. Et il l'a plus vu pendant quelques temps. Elle est revenue le voir en lui disant, écoutez, je suis guéri, il y a quelque chose qui a marché, etc. Il s'est intéressé à ce qui l'avait guéri. Et il s'est rendu compte que c'était un remède qui contenait plusieurs plantes, dont la digoxine. Il a commencé à faire des extraits de plantes et à traiter ses propres patients contre ses autres patients qui avaient des œdèmes également. Donc, il a travaillé sur 163 patients, donc c'était dans les années 1780. Et il a démontré, donc vraiment cliniquement, donc, que ça marche, que les extraits marchaient. Par contre, il y avait une grande toxicité, donc il a réussi à changer, à modifier l'extrait, à trouver les bonnes méthodes de culture, le bon moment de collecte, de manière à ce que la toxicité ne soit pas trop élevée. Et donc, il a pu traiter pas mal de ses patients là-dessus. 150 ans plus tard, on arrive à isoler la molécule qui est responsable de l'activité contre ces œdèmes. Seulement, on se rend compte que ce n'est pas une action directe sur les œdèmes, c'est plus qu'elle agit sur le cœur en elle-même, cette molécule-là, ce qui fait que ça résorbe les œdèmes, ça permet la résorption des œdèmes. Et donc, cette molécule donc, cardiostimulante va être ensuite approuvée donc, dans différents pays comme anti-arythmique, donc pour traiter les arythmies et les insuffisances cardiaques. Et donc en France, elle a obtenu une AMM, l'AMM c'est l'autorisation de mise sur les marchés, c'est comme ça qu'on donne l'autorisation aux médicaments d'être vendus. Donc elle a obtenu l'autorisation de mise sur le marché en 1989 et elle est toujours vendue donc, dans les pharmacies d'officine. Je vous cite ici deux autres exemples. Les plantes d'Asie et d'Amérique, Pavoa opium, Papaver somniferum, qui est originaire d'Asie, et dont on a extrait la morphine du latex, donc du fruit du Pavoa opium. Donc la morphine qui est quand même une grosse molécule, enfin en tout cas très importante hein, dans la médecine, hein, puisqu'elle permet de traiter les douleurs. Et je pense que vous avez tous entendu parler de cette molécule-là. Et puis, une autre molécule qui a été isolée d'un arbre originaire d'Amérique du Sud, la quinine, qui est également antipaludique, et qui a été isolée donc, en 1820 par deux pharmaciens français, Carventou et Pelletier, et donc qui est utilisée donc, comme antipaludique, mais maintenant il y a beaucoup de résistance à cette molécule-là, et c'est pour ça qu'on préfère donc, les molécules dérivées de l'artémisinine dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, alors je vais vous parler maintenant en fait, de comment on fait pour étudier les médecines traditionnelles orales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc on a vu donc il y a différents types de systèmes médicaux traditionnels, la médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique, phytothérapie européenne. Et en fait, celles-ci, elles sont déjà très bien documentées, c'est-à-dire qu'on a de nombreux écrits. Donc on l'a vu tout à l'heure avec les écrits liés à l'artémisia, par exemple, l'armoise annuelle, qui date de 1600. Voilà. Sur la médecine traditionnelle chinoise, il y a énormément d'écrits. Médecine ayurvédique, il y en a énormément également. Par contre, il y a d'autres médecines traditionnelles qui ne sont pas officielles et qui sont plutôt orales, qui sont beaucoup moins connues parce qu'elles n'ont pas été retranscrites dans des textes. Et donc, moi, mon travail de recherche, c'est de documenter ces médecines-là et d'évaluer les médecines traditionnelles. Et ça s'appelle l'ethnopharmacologie. C'est mon domaine de recherche. Donc, l'ethnopharmacologie, donc rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est, si on prend l'étymologie du terme, c'est la science des remèdes du peuple. En d'autres termes, donc c'est une thématique de recherche qui a trait à l'observation, la description et l'évaluation expérimentale de traitements traditionnels et de leur activité biologique. C'est une approche multidisciplinaire qui combine à la fois sciences sociales et sciences naturelles et qui inclut différentes disciplines, anthropologie, botanique, chimie, histoire, médecine, pharmacologie et toxicologie.
brièvement, pour vous montrer les méthodes qu'on utilise en ethnopharmacologie, donc on commence souvent par des enquêtes de terrain, donc des enquêtes ethnobotaniques. On va aller poser des questions aux gens pour savoir quels sont les remèdes qu'ils utilisent pour traiter telle ou telle infection en fonction de notre question de recherche. Et ensuite, on va revenir, donc on va identifier ces plantes, on va en faire des extraits ensuite, que l'on va tester sur des modèles biologiques qui sont en rapport avec la maladie citée donc, par les personnes. On peut également faire des essais toxicologiques pour voir s'il n'y a pas de toxicité de ces plantes-là et essayer d'isoler les composés actifs éventuellement. S'il y en a un qui est actif, des fois, c'est des synergies. Donc, il y a plusieurs molécules qui sont actives. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc, c'est un peu plus complexe dans ces cas-là. Voilà. À quoi ça sert l'ethnopharmacologie? Donc, ça sert à documenter, donc à enrichir les pharmacopées traditionnelles. Ça sert également à donner une validation scientifique et déterminer l'efficacité et l'innocuité des remèdes traditionnels et donc permettre leur intégration dans les soins de santé primaires. Et puis, ça sert éventuellement à faire des médicaments en isolant des composés actifs. Alors, je vais vous présenter brièvement deux recherches en ethnopharmacologie que je fais actuellement. Une première recherche se porte sur un travail que j'effectue avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et le Vanuatu. Donc, c'est la région du Pacifique. On travaille sur les remèdes traditionnels utilisés chez les enfants. Donc, comme je vous disais, la Polynésie française, c'est ce que vous voyez ici à droite. Ça, c'est le Vanuatu. Ça, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Polynésie française, c'est plus de 120 îles. Donc, ça prend un grand territoire. D'ailleurs, c'est 50% de l'espace maritime français. En Polynésie française, on a travaillé, donc, essayer de savoir quels étaient les remèdes traditionnels les plus utilisés chez les enfants. Et donc, on a étudié 10 îles sur 120 îles. On a interrogé 160 personnes. On a pu recenser 70 problèmes de santé et plus de 850 remèdes utilisés. On a fait la même chose en Nouvelle-Calédonie. Alors, cette fois-ci, on était moins nombreux, donc on n'a pas pu faire autant d'endroits. Donc, on est allé dans 2 provinces, on a interrogé 64 personnes. On a quand même trouvé des résultats très intéressants et on a recensé plus de 300 remèdes donc, pour traiter près de 74 problèmes de santé. Il y a énormément de choses à dire sur ces 2 études-là, mais ce qu'on peut dire, en tout cas, le point commun qui les lie, c'est notamment une plante qui est très utilisée, et pourtant qui n'est pas originaire du Pacifique, c'est le corosolier. Les feuilles de corosolier, qui est très utilisée en décoction, utilisée en bain, contre l'agitation des enfants et pour calmer des démangeaisons dues à la varicelle. Voilà, c'était pour vous donner un petit exemple de ce que je fais en termes d'ethnobotanique. Maintenant, en termes de pharmacologie, je travaille également sur les propriétés antidiarrhéiques du goyavier. Donc, le goyavier, c'est une plante, c'est un arbre qui est utilisé en fait pour traiter la diarrhée dans tous les pays tropicaux, aussi bien en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Les feuilles sont utilisées et c'est vraiment, quand on fait des enquêtes, c'est vraiment ça qui ressort tout le temps, c'est le goyavier pour la diarrhée. Il y a eu énormément d'études déjà qui ont été faites et qui ont démontré son activité, mais c'est principalement des études cliniques et pharmacologiques. Et finalement, on n'a jamais réussi à savoir quel était vraiment le composé qui était responsable de l'activité. Et donc là, cette tâche donc, est dévolue à ma thésarde, donc ma doctorante, Sheng Mei, qui travaille donc actuellement pour tenter d'isoler les composés actifs responsables, donc les composés actifs des feuilles de goyavier responsables donc, de l'activité antidiarrhéique. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, François. Alors du coup, là, on vient de faire un petit panel de l'utilisation des plantes en médecine et notamment dans les médecines traditionnelles. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Catherine. Catherine, je vais te laisser partager ton diaporama pour nous parler d'une autre utilité, celle que toi, tu en fais, et qui fait appel à un caractère spécifique des plantes qui est la couleur. Oui, exactement. Merci. Bonjour à tous. En fait, oui, merci François, c'était super. On a vu d'ailleurs dans tes diapos que les molécules étaient très complexes. En fait, les plantes, elles font du glucose, comme tu l'as dit, et à partir de ce glucose, en fait, elles s'en servent à respirer et ça leur donne de l'énergie pour faire tous les autres métabolismes, dont des molécules très complexes. Et en couleur et en médecine, c'est pas le même genre de molécules, mais ce sont à chaque fois des molécules très complexes.
Voilà, donc nous, je passe rapidement sur l'association. Voilà, on fait vous voyez sur la photo, là, on fait, nous, des couleurs végétales, donc soit sur des tissus, soit on peut faire des encres, j'en parlerai brièvement après. Donc, pour vous dire que le pigment le plus présent partout quand on regarde la nature, c'est le vert, évidemment, c'est la chlorophylle, François en a parlé. C'est grâce à cette chlorophylle que la plante peut transformer l'énergie du soleil en énergie chimique. Donc, c'est vraiment, on n'a pas fait mieux, nous, avec nos panneaux solaires, on n'arrive pas à faire le même rendement. Et bizarrement, cette molécule, en fait, elle n'est pas utilisée en teinture. Bon, ce que je n'ai pas dit, c'est que, évidemment, depuis la fin du 19e siècle, on utilise, tous nos vêtements sont colorés, voilà, avec des teintures synthétiques. Les teintures naturelles étaient présentes avant le 19e siècle. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Et c'est vrai que je trouve ça bien de pouvoir se dire, tiens, c'est vrai que les hommes, ils ont quand même fait ça, ils ont quand même inventé pas mal de couleurs, beaucoup avec des plantes, parfois avec des animaux aussi, et qu'il y a un savoir-faire incroyable, et je trouve ça bien de le restituer un petit peu, et puis c'est ludique. Et, voilà. Donc, pour les colorants des plantes, en fait, certains sont bien visibles, hein. Les plantes, elles font ces colorants-là, non pas pour l'homme. Hein. Maxime a dit que c'était un peu anthropocentré. C'est vrai, parce qu'on va voir les utilisations que nous, on fait des plantes, mais les plantes, au départ, elles font ça pour elles, bien qu'il peut aussi y avoir des déchets toxiques qu'elles relarguent après. Donc, les colorants, ils sont de toutes les couleurs et ils servent à la plante pour la pollinisation, c'est-à-dire que la plante, en fait, elle est immobile. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est qu'elle est immobile, donc elle ne va pas fuir quand il y a un agresseur qui va l'agresser, elle ne va pas aller chercher le compagnon pour se reproduire, donc elle doit faire ça depuis là où elle est, quoi. Donc en fait, elle a développé un arsenal chimique, hein, je le redis, mais c'est important de comprendre ça, pour faire toutes ces choses-là. Donc les couleurs, elles vont servir notamment à attirer les insectes pour que la plante soit pollinisée, pour faire des graines et pour se reproduire, ce qui est le but de chaque être vivant. La plante, elle a l'avantage aussi, c'est qu'elle peut se reproduire sans fécondation sexuée, mais en coupant des morceaux de plantes, des boutures, par exemple. Voilà, ça, vous connaissez peut-être, des marcottages, etc. Donc, mais quand même, pour s'adapter à l'environnement, la reproduction sexuée est quand même importante. Donc, il faut avoir quelque chose qui nous aide à polliniser la plante. Ça peut être le vent, mais c'est souvent aussi les insectes. Et donc, pour ça, la plante arbore des couleurs et des odeurs aussi, pour attirer les insectes. Et puis, les couleurs lui servent aussi à disséminer ses fruits. Vous voyez en bas à droite des fruits de l'églantier, ce qu'on appelle les cynorrhodons, avec lesquels on fait des très bonnes confitures d'ailleurs aussi, qui servent aussi à attirer les oiseaux pour disséminer les plantes. Voilà, donc ça, c'est les couleurs. Alors, donc la chlorophylle n'est pas donc utilisée en teinture parce que quand elle est hydrolysée, elle ne tient pas sur les tissus. Voilà. Mais quand c'est l'automne, la chlorophylle, elle disparaît. Et puis, on voit d'autres pigments qui sont également présents dans les plantes. Voilà, pigments ou colorants. Bon, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en parler après si vous voulez. Et donc, c'est la principale caractéristique de ces colorants, c'est qu'elles aident la plante souvent à lutter contre les UV. Et puis aussi à lutter contre les herbivores. Les herbivores, ce sont les animaux qui mangent les plantes. Ça peut être des chenilles d'insectes, de papillons ou de plein d'ordres d'insectes possibles. Et puis aussi les herbivores, les mammifères plus gros, hein, les chevreuils, les moutons, etc. Voilà. Donc la plante, hein, comme elle ne bouge pas, elle a fait tout cet arsenal chimique. Donc là, c'est juste pour montrer toutes ces chaînes métaboliques que François doit connaître beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Mais on part quand même des glucides. Hein, donc ça, c'est le glucose, en fait, hein, qu'on retrouve dans la carotte et dans l'oignon. C'est du glucose pur, hein, dans ces légumes-là. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, donc l'autre rond rouge qui est arrivé un peu vite là, c'est tout ce qui concerne les flavonoïdes, les anthogènes. Bon, c'est des noms un peu complexes, les polyphénols, bon, voilà. Et donc, voilà. Donc, pour vous dire que ce sont des molécules un petit peu particulières, qui sont très grosses et qui ont des doubles liaisons. Bon, enfin, on ne va pas faire de chimie, c'est peut-être un peu trop compliqué, mais c'est pour dire que la plante va absorber la couleur. Et ça, c'est grâce à ces doubles liaisons. Voilà. Donc, vous voyez, ces molécules qui sont assez grosses. Voilà. Et qui sont solubles dans l'eau. Et qui sont solubles aussi, qui sont solubles dans l'eau pour la plupart. Hein. Donc, dans ces cas-là, on fait une décoction pour arriver à avoir un jus coloré. Ce qu'il y a à dire aussi, c'est que ces colorants sont présents dans tous les organes des plantes, selon les plantes, bien sûr. Ça peut être les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les fruits, les galles qui sont le résultat d'une piqûre d'insecte et la plante réagit en formant des galles, on en verra en photo.
Voilà. Donc, ces colorants sont partout. À retenir que les plantes les font pour elles-mêmes, bien sûr, qui sont des grosses molécules présentes dans tous les organes des végétaux. Et là, je vous montre une tapisserie, donc c'est de la laine, là, de la Dame à la licorne dans les années 1500, et qui montre évidemment des teintures naturelles. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'avant la fin du 19e, on faisait avec ce qu'on avait, donc notamment des plantes, en tout cas pour les teintures. Les teintures, c'était avec des plantes. Donc, on voit le bleu, de l'indigo. Le rouge, c'est de la garance. On va reparler de ces deux plantes. Et puis, en fait, le jaune, il est un peu passé. Enfin, ça fait 500 ans maintenant, quand même. Il est un peu plus passé. C'est la gaude, le Reseda luteola. Finalement, c'est celle qui passe le plus. Bon, ce sont quand même des colorants qui étaient décrits par Colbert comme grand teint, c'est-à-dire qu'ils ne passaient pas à la lumière, ou peu, et puis pas au lavage, etc. Bon, après, autrefois, on lavait beaucoup moins les vêtements que maintenant, et les tapisseries encore moins. Et juste, je montre cette tapisserie parce que finalement, on a synthétisé après, nous, avec les goudrons de houille, etc., avec l'arrivée du pétrole, on a synthétisé des colorants et des grosses molécules, qui est aussi des médicaments, bien sûr. Et finalement, les deux molécules des couleurs qui ont été synthétisées, donc qui ont trouvé grâce aux yeux des chimistes, ce sont les plus solides, on va dire. Donc, il y a l'indigotine, qui fait l'indigo, le bleu, et puis l'alizarine, qui fait la garance. Effectivement, ce sont deux couleurs qu'on voit qu'elles sont très solides. Et donc, ce sont deux molécules qui ont été synthétisées chimiquement, donc l'indigotine et l'alizarine. Et les autres n'ont pas été reproduites. Voilà. C'est les seules qui ont été copiées de la nature, si vous voulez. Les autres ont été synthétisées depuis l'aniline. Enfin, bon, après, c'est de la chimie de synthèse que je ne connais pas bien. Voilà, donc juste très rapidement, pour dire qu'il y a deux grandes familles de types de teinture, de techniques de teinture. Une qu'on connaît bien parce que c'est un peu dans l'Occitanie, le pastel a été beaucoup cultivé. C'est le colorant de cuve, dont l'indigo, par exemple. Donc, ce sont des pigments qui sont insolubles dans l'eau. Donc, c'est toute une chimie pour arriver à faire ces teintures. Donc, il faut rendre ce pigment soluble. Voilà. Et donc, c'est un peu, je ne sais pas si certains connaissent, enfin, on en parlera peut-être après, mais on va passer à la plante donc, qui nous donne l'indigo. Il y en a plusieurs, hein. Il y a une vingtaine de plantes cultivées pour l'indigo. Donc, il y a le pastel des teinturiers, il y a les indigofera dans les régions tropicales, il y en a pas mal au Japon aussi. Mais chaque fois, ces plantes nous donnent la même molécule, la fameuse indigotine. Voilà. Ici, on a le pastel des teinturiers de la famille des brassicacées. Ça nous forme une rosette de feuilles qui se mange d'ailleurs aussi. C'est un petit peu comme toutes les brassicacées de la famille du chou, c'est un petit peu piquant, voilà, la moutarde. Et ça fait des jolies fleurs jaunes. Ce ne sont pas les fleurs qui nous donnent la couleur, mais c'est dans les feuilles qu'il y a ces éléments qui vont se transformer en pigments. Et puis les fruits qui sont très jolis aussi, très faciles à cultiver au jardin. Et donc là, voilà, on monte une cuve, c'est-à-dire que on parle de cuve parce qu'on ne faisait pas chauffer. Dans les autres couleurs, on fait chauffer. Ici, pour l'indigo, on ne fait pas chauffer. On met les pigments, un antioxydant parce qu'on va changer la structure de la molécule pour qu'elle devienne soluble. Voilà. Et puis, on fait ça en milieu basique. Voilà. Donc, dans ce milieu, le pigment est modifié chimiquement. Et ça, ces teintures-là, ça a été découvert depuis le néolithique. Enfin, on ne sait pas trop comment, mais c'est ça qui est assez merveilleux aussi, comment l'homme a pu découvrir tout ça, quoi. Voilà, peut-être on peut le faire aussi par fermentation. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que l'homme a découvert qu'une plante fermentée, après, avait donné du bleu. On ne sait pas. Voilà, donc ce pigment n'est plus bleu, bien sûr. Vous voyez, il est jaune. Et on trempe ce tissu dans cette solution-là, dans lequel il y a un pigment, enfin un colorant plutôt, qui est soluble dans l'eau. Pour faire des teintures, il faut absolument que le colorant soit soluble dans l'eau. Sinon, le tissu n'est pas imprégné au cœur des fibres. Voilà. Et la surface de la cuve, à l'oxydation, on voit que c'est un petit peu bleu, forcément. Et donc ensuite, on sort le tissu qui était blanc au départ. Il sort, vous voyez, jaune-vert. Et puis, à l'oxydation à l'air, ça va nous faire du bleu. Le bleu va apparaître sur le tissu. C'est de la chimie, en fait. Ce n'est pas de la magie. On entend parfois la magie du pastel, mais beaucoup de magie et s'explique, bien sûr, avec la chimie. Voilà. Donc ça, c'est une teinture très, très connue, on va dire, et notamment à côté dans Toulouse, le triangle Albi, Carcassonne, Toulouse.
ça a donné le siècle d'or du pastel, entre 1450 à peu près jusqu'à 1550. On a eu un siècle où vraiment ça fait la richesse de grands producteurs. Enfin, ce n'est pas forcément les agriculteurs qui cultivaient le pastel qui ont retiré beaucoup de richesse, mais en tout cas des grands négociants qui ont fait des hôtels à Toulouse. Si certains connaissent l'hôtel d'Acésa, c'est une pure merveille. Voilà, enfin, toute une histoire riche. C'est vrai que la teinture, les couleurs végétales nous donnent aussi accès à l'histoire, à la géographie, à la botanique, à la chimie, à la physique. Enfin, c'est assez passionnant. Voilà la molécule d'indigo, là, en haut à droite. Voilà, le N, c'est l'azote. C'est un alcaloïde, en fait. Voilà. Et puis, la deuxième partie, le deuxième type de colorant, de technique plutôt, ce sont les colorants à mordant qui vont nécessiter un intermédiaire entre le tissu et la plante. Donc, alors, la plante, on va la faire bouillir dans l'eau. Hein, souvent, c'est soluble dans l'eau. On va retirer un jus coloré. Et puis, à côté, le tissu, on va lui fixer un sel métallique, souvent de l'alun. Voilà, notre tissu et le colorant. Et puis, un mordant qu'il faut faire tenir sur le tissu. Et quand le mordant est sur le tissu, on le met dans le bain de couleurs. Voilà. Donc, c'est souvent de l'alun qui nous donne les couleurs les plus vives. Alors, autrefois, vous voyez, hein, j'ai noté, le sulfate de fer, ça va, ce n'est pas encore trop toxique, on l'utilise, mais ça assombrit les couleurs. C'est comme ça qu'on faisait de l'encre aussi. Voilà. Et puis, on avait du bichromate de sodium, des petites choses bien sympathiques, de l'étain, du chrome, que l'on n'utilise plus maintenant. Maintenant, d'ailleurs, on ne fait plus trop de teinture naturelle, mais ça revient quand même. Déjà, ça revient de façon ludique. Hein. Il y a Michel Garcia, notamment, qui a depuis 30 ans remis ça un peu au goût du jour, qui a recherché les anciennes recettes, etc., qui a mis au point de nouvelles recettes beaucoup plus simples. Donc ça, je vous conseillerais ces livres aussi après. Voilà, donc maintenant, on utilise l'alun et le fer, voilà, principalement. Voilà, l'alun, vous voyez, c'est la pierre d'Alain, en fait. C'est ce qu'on utilise en pharmacie comme antitranspirant. Et puis le sulfate de fer, on l'utilise aussi, on le trouve en jardinerie, on l'utilise contre les mousses. Voilà. Donc, les colorants mordants, eh bien, on a principalement la gaude, le Reseda luteola, la famille des Resedacées, qui nous donne un jaune et puis un vert si on rajoute un peu de fer. Voilà. Donc, c'est une plante très, très jolie qui attire énormément de pollinisateurs aussi. C'est vraiment très beau. Et puis, vous voyez, à droite, c'est la couleur qu'on obtient. Ça, c'est sur de la laine. Et puis, on a la molécule. Alors, du jaune, on en trouve beaucoup dans la nature. Hein. Ce sont des flavonols, flavonoïdes. Voilà. Donc, j'ai mis quelques plantes ici. Le Sophora japonica, en haut à gauche, est très utilisé chez les Chinois pour faire de l'encre. L'Anthemis tinctoria, Coréopsis, tout ça, les trois autres plantes, enfin même le Sophora, tout ça, ça peut pousser localement. Donc, c'est pas mal, ça nous évite d'aller chercher trop loin. Et puis, dans les déchets verts aussi, je n'en ai pas parlé, mais on peut faire pas mal de choses avec des fans de carottes qui nous donneront du jaune. Les peaux d'oignon, le cosmos, vous voyez, voilà. Et puis, on a un petit tissu teint, c'est assez facile et assez ludique. Et puis, bien sûr, on a la garance des teinturiers. Ça, historiquement, elle est très connue. C'est la racine qu'on utilise, c'est le rhizome, en fait. Ce n'est pas vraiment une racine, c'est une tige souterraine. Donc, la garance, donc vous pouvez trouver par chez nous la garance voyageuse. Et puis, dans le sud-est, peut-être ceux qui sont plus vers le PO, peut-être qu'il y a la garance des teinturiers, qui est un petit peu différente, mais qui se ressemble pas mal quand même. Voilà, et là, c'est historique. Hein. On a une peinture là au milieu, une scène de garançage, où les teinturiers peignaient les tissus. Alors, soit les teinturiers ils s'occupaient soit de la garance, soit de l'indigo, c'était pas mélangé, enfin voilà. Et puis, les pantalons des soldats de la guerre de 14, en tout cas en 14, après ils ont changé, étaient teints en garance. Alors, moi c'est une grande question dont je n'ai pas la réponse, est-ce que c'était de la garance cultivée, parce que dans le sud-est, il y a énormément de garancières, de champs de garance, cultivées, donc si c'était des plantes, ou comme la lizarine a été synthétisée en 1869, est-ce que c'était déjà des colorants synthétiques, dans ces cas-là qu'on aurait acheté aux Allemands, donc c'était un peu paradoxe de l'histoire, enfin bon voilà, je ne sais pas. Voilà. Et on a le schéma donc toujours de la molécule. Voilà, donc l'amordançage à l'alun, ce sont les colorants amordants. Donc on peut faire aussi des pigments, on peut faire des pigments avec la garance qui a servi à faire des peintures aussi. Hein. Voilà. Alors juste pour signaler le noyer, le noix était aussi beaucoup utilisé.
Ce n'est pas une couleur très foncée, c'est assez joli. C'est une couleur grand teint aussi, hein, c'est-à-dire qu'il va tenir. Et puis les plantes à tanins, j'en parle aussi parce que c'est comme ça qu'on fait des encres, les encres des archives, les encres noires. Donc, si vous êtes bibliothécaire, en plus, ça doit vraiment vous interpeller. Elles sont faites, c'est de l'encre ferrogallique, c'est-à-dire qu'il y a des galles qui sont très riches en tanins. Les galles, c'est donc des piqûres, c'est l'excroissance de la plante initiée par une piqûre d'insecte. Et donc, ces tanins, on en a parlé un petit peu, les tanins précipitent les protéines. Donc, c'est comme ça qu'ils vont tanner les cuirs. C'est pour ça que quand on mange une plante à tanins, on a l'impression qu'on n'a plus de salive, parce que les tanins ont précipité la salive, en fait. Voilà, on a l'impression qu'on a la bouche toute sèche. Voilà. C'est l'astringence des tanins. Donc, et en utilisation avec des fers, nous donne du noir. Et donc, l'encre des archives vient de là, les bogolans en Afrique. On peut, alors je passe, j'y reviendrai. On peut aussi faire des choses assez ludiques en martelant des plantes sur un tissu, en les passant dans une solution de fer. Voilà, c'est des petites activités. Et les plantes à tanins, tous les écorces des arbres en général ont beaucoup de tanins. Hein. La famille des rosacées, donc les roses, notamment les potentilles, les églantiers, etc. Les châtaigniers, toutes les galles, quelles que soient les espèces, auront des tanins. Voilà, et puis on peut aussi faire des encres végétales. Donc ça, c'est fait avec… bon, l'indigo n'est pas terrible, là c'est un vieux… Bon, l'indigo, comme vous avez compris, ce n'est pas soluble dans l'eau, donc là, c'est un peu raté. Mais vous voyez, on a toute une palette de couleurs aussi qu'on peut faire… et on a certains colorants, j'en ai pas parlé ici, qui changent de couleur avec le pH, avec l'acidité de la solution. Voilà, qui est le chou rouge notamment. Alors, je vais vous parler de quelques livres sur lesquels j'ai pris appui pour évidemment faire cet exposé. Donc, il y a Michel Pastoureau, qui a fait plein de livres sur plein de couleurs, le bleu, le noir, enfin, je ne sais pas, peut-être vous savez mieux que moi. Et là, c'est le petit livre sur les couleurs avec… là, il fait appel il y a plusieurs couleurs ici qu'il décrit de façon historique, c'est vraiment très intéressant. J'avais beaucoup aimé Histoire vivante des couleurs aussi, Philippe Ball. Et puis, un incontournable pour la teinture végétale, c'est Couleurs végétales de Michel Garcia, là, qui résume vraiment un peu tout ce qu'on peut faire avec les plantes. Le monde des teintures naturelles, donc ça, c'est la Bible, en fait, la Bible de Dominique Cardon. C'est pas tellement technique, hein, on ne peut pas trop apprendre à faire les teintures, mais sur toutes les plantes de tout le monde entier, sur l'histoire, sur la géographie, c'est passionnant. Un qui est pas mal aussi, c'est Encre de plante d'Elisabeth Dumont. C'est très, très bien fait, je trouve. Et puis, moi, un que j'adore aussi, j'ai mis que des choses que j'aime beaucoup, c'est Marc-André Sellos, hein, c'est un botaniste qui est professeur au musée d'histoire naturelle, qui parle des goûts et des couleurs du monde. Il a fait plusieurs ouvrages, ils sont tous bien. Et celui-là parle beaucoup des tanins, des polyphénols et donc des couleurs. Enfin, énormément de choses à dire. Voilà. Et puis, nous avons aussi aux éditions, donc je vais laisser Fred présenter si c'est possible, qui parle pendant la présentation. Et je voulais juste vous dire qu'en ce moment, il y a un MOOC, c'est-à-dire que c'est un cours en ligne ouvert à tous sur le site de Tela Botanica sur les plantes et leurs usages, plantes et usages. En fait, c'est tout récent. Et donc, c'est très intéressant aussi. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Oui, voilà. donc le lien du MOOC, Clotilde pourra vous le transmettre dans les pièces et les supports qu'elle vous transmettra après la table ronde, enfin, après la journée professionnelle. Alors, je vais maintenant donner la parole à Frédéric Lizac. Donc, Frédéric, tu parles beaucoup de nature et de plantes dans les ouvrages qui sont publiés aux éditions Plume de Carotte. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer l'importance que toi, tu accordes au livre en tant que porteur et diffuseur d'informations pédagogiques et à titre personnel te concernant, pourquoi parler des plantes et mettre justement en avant la nature? Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, paradoxalement, la première chose, je trouve, qui est intéressante chez les plantes, c'est leur totale altérité par rapport à nous, animaux. On l'a vu avec l'arbre du vivant de François, on a une origine commune, mais enfin, c'est quand même deux branches très séparées. Catherine a rappelé une des grosses différences des plantes par rapport aux animaux, c'est qu'elles sont fixes. Elles ne se déplacent pas pour aller se nourrir, pour aller rencontrer d'autres plantes et se reproduire. Mais c'est vraiment, c'est presque des extraterrestres. C'est comme si on
on vivait sur leur planète ou si elles vivaient sur notre planète, tellement elles sont différentes. Donc, elles ne se déplacent pas. Faut savoir qu'elles elles ont des centres nerveux, mais qui sont complètement l'inverse de l'évolution animale, qui a eu tendance à rassembler tous les éléments nerveux jusqu'au cerveau. Les plantes, a priori, des éléments entre guillemets nerveux, avec beaucoup de guillemets, sont complètement dispersés et éclatés à la moindre extrémité de leurs feuilles ou de leurs racines. Elles se nourrissent, comme le rappelait François, d'air et de lumière, avec cette machine extraordinaire d'en faire la photosynthèse. Bref, ce sont vraiment des extraterrestres. C'est cette altérité qui fait que je pense que les plantes ont été beaucoup moins étudiées dans l'histoire des sciences que les animaux, parce qu'il y avait un rejet. Voilà. Après, paradoxalement, je trouve que cette altérité est passionnante, parce que justement, regardons comment d'autres formes de vie ont pu se créer sur Terre complètement différentes des logiques animales. L'autre élément important et peut-être paradoxal, c'est les plantes qui sont complètement différentes de nous et qui, a priori, en ont rien à foutre de nous, nous racontent en permanence des histoires humaines. Quand on va parler de l'histoire de l'armoise et du paludisme en lien avec la guerre du Vietnam, Catherine parlait du pastel avec la fortune que ça peut faire dans le pays du Lauragais, mais aussi, pour la petite anecdote, les krachs boursiers de l'histoire humaine est lié au pastel. Effectivement, autour de 1550, pour résumer très vite, avec deux saisons catastrophiques climatiques, les récoltes de pastel s'avèrent très, très mauvaises. Il faut savoir qu'on était dans un processus spéculatif sur le pastel qui était acheté à peu près 2 ans avant que la teinture, les bouts de cocaïne soient livrés. Et là, parce qu'il y a 2 saisons, 2 années complètement mauvaises, on ne peut pas parler. Du coup, alors qu'il y a déjà eu des commandes, dessus arrive le développement de l'indigo. Et en quelques années, le marché, les fortunes du pastel s'effondrent. Voilà, ça s'appelle un krach boursier lié à une plante et des conditions climatiques malheureuses. Ces plantes, effectivement, elles nous racontent, on le dit depuis 1 heure, en permanence des histoires humaines. C'est là où, pour moi, le lien avec le livre est évident, parce que je ne vais pas le rappeler à toutes les personnes qui signent, mais c'est nous raconter des histoires avant tout. Voilà, on en a eu quelques-unes tout à l'heure. Je voulais reprendre tout à l'heure, je l'ai cité quand François m'a interpellé. Est-ce que l'exemple du pissenlit, cette petite plante qu'on connaît tous, qui pousse partout, qu'on a plutôt tendance à considérer comme une mauvaise herbe. Donc, le pissenlit, si on y réfléchit en termes d'histoire humaine, le pissenlit en nourrit, avec ses feuilles, évidemment, on peut faire des salades quand il est jeune et tendre. Les fleurs aussi sont comestibles. On peut en faire des confitures. Il y a une recette traditionnelle qui s'appelle la cramaillotte. Le pissenlit avec les fleurs, on peut s'amuser à faire des petites décos aussi, voire il y a des artistes qui l'ont utilisé pour des figures de land art. Le tube du pissenlit, on peut le prendre et on peut le pincer et faire, alors musique verte est peut-être un bien grand mot, mais il n'empêche qu'on peut faire des petits sons avec ces tiges qui deviennent des petites hanches éphémères. Tiens, quand on goûte ces tiges, on s'aperçoit que c'est amer. Oui, parce qu'il y a un latex dans le pissenlit, latex qui était utilisé en médecine traditionnelle pour soigner notamment des irritations oculaires, qui a donné d'ailleurs le nom de genre du pissenlit, puisque je vous passe l'étymologie complexe, mais en gros, c'est lié à guérir l'inflammation de l'œil. C'est lié à quoi? À guérir les inflammations de l'œil. Ok, les inflammations. Voilà, donc le nom vient de l'usage traditionnel du latex du pissenlit. Le nom d'espèce, c'est Dans leonis, qu'on peut traduire facilement par dent de lion. Et si on regarde la forme des feuilles avec un peu d'imaginaire, on peut effectivement voir une mâchoire de lion. Et d'ailleurs, Dans leonis a donné le nom anglais du pissenlit, Dandelion. Quoi d'autre? Le pissenlit, tiens, quand la fleur se transforme en graine,
ça donne cette petite boule avec les parachutes. On a tous joué enfant à souffler dessus pour que le vent les emporte. Il y a plein de petites comptines traditionnelles qui disent que si on va par là, on trouvera le chemin du bonheur, etc., etc. Ça a donné aussi le logo d'une maison d'édition qui existe depuis il y a 150 ans, qui existe toujours, je sème à tout vent, qui s'appelle Larousse, évidemment. Vous avez vu cette bête plante, entre guillemets, d'un seul coup, elle nous nourrit, elle nous soigne, elle nous permet de faire de la musique, de faire des œuvres d'art. Elle nous raconte tout un tas d'histoires qu'on a pu tisser avec elle. Et ben voilà, c'est ça que globalement, je trouve intéressant de raconter dans nos livres, dans les publications de notre maison d'édition. Encore une fois, parce que c'est une source quasi infinie d'histoire naturelle de la vie de ces plantes, mais aussi, j'insiste, d'histoire humaine. Et après, bon, voilà, ça nous raconte des belles histoires. Déjà, en soi, pour moi, c'est un but. Et puis, bien évidemment, tout à l'heure, je reviens sur ce que je disais au départ, je parlais d'altérité. Cette altérité, il ne faut pas s'en cacher, a plutôt tendance à faire que intéresser le grand public, que ce soit des adultes ou des enfants aux plantes, c'est quand même peut-être moins facile. Mais je pense qu'il y a cette nécessité, au-delà de la richesse des histoires qu'elle nous raconte, la nécessité de savoir écouter ces histoires que les plantes nous racontent, par rapport à un lien à la biodiversité de manière générale, par rapport, et là on revient sur tous les thèmes que François évoquait tout à l'heure, par rapport à des liens utilitaires primaires que peuvent être la ressource en oxygène ou d'usage par les Catherine sur les plantes florales, et aussi, c'est pas anodin, c'est loin d'être anodin sur le côté santé ou rêve ou imaginaire. Voilà. Et les plantes nous offrent ça, je dirais, et elles méritent ça de notre part. Merci beaucoup, Frédéric. Alors moi, j'ai une question pour toi, François. Alors, par rapport à l'artémésia que tu as évoqué, il y a une rumeur comme quoi on n'a pas le droit d'en posséder chez soi. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur l'artémisia, notamment en France. On a droit d'en posséder chez soi. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas utiliser cette plante pour certaines indications en la prescrivant à d'autres personnes. Voilà, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que si vous dites à une personne, voilà, je te donne cette plante-là pour traiter ta fièvre, c'est de l'exercice illégal de la médecine en fait. Et si vous en plus préparez cette plante en faisant une décoction et que vous donnez cette plante à la personne, c'est de l'exercice illégal de la pharmacie. Donc ça, il faut faire attention à ça. Il n'y a pas de preuves actuellement sur certains usages qui sont... il n'y a pas de validation scientifique sur certains usages. Donc il faut faire attention à ne pas donner cette plante à n'importe qui. On a fait plusieurs travaux, notamment au Bénin et en Afrique, où les gens utilisent énormément la plante pour traiter le paludisme. Alors en France, il y a plus de paludisme, mais en tout cas en Afrique, là-bas, c'est encore le cas. Et ils utilisent, au lieu d'utiliser les molécules isolées, ils utilisent les plantes. Et il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc il faut savoir que d'une manière générale, les plantes ne sont pas dénuées de toxicité. Ce n'est pas parce qu'elles sont naturelles que c'est inoffensif. Ça, c'est peut-être la chose qui a à retenir. Tout à l'heure, Frédéric parlait du pissenlit et en regardant rapidement sur le pissenlit, j'ai vu qu'il y avait eu des cas d'intoxication il y a plusieurs années d'enfants après avoir utilisé du pissenlit. Alors que ça paraît vraiment anodin. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'en fonction de là où se trouve la plante, la dose, comment on utilise la plante, etc., il peut y avoir des cas de toxicité. Voilà, je voulais juste ajouter ça, parce que je sentais que la question est tombée. J'ajouterais juste peut-être que cette famille de l'artémide, dans cette famille où il y a aussi l'ambroisie, l'absinthe, c'est une famille entre guillemets dangereuse, mais qui a aussi développé un certain nombre d'histoires à la limite du fantasme. Là, c'est pas avec une vision médicale que je parle, à l'inverse de François. L'ambroisie, notamment, on sait tous ces problèmes dans la vallée du Rhône, notamment excusez-moi, aidez-moi, d'allergie. Voilà, c'est ça le mot tout bêtement que je cherchais, qui pose un vrai problème sanitaire.
Mais alors après, avec des discours où là, on tombe dans l'interprétation humaine. J'ai vu des plaquettes sur cette plante qu'il fallait exterminer, cette étrangère, etc., etc. Ça fait un peu drôle, le vocabulaire, quand on le sort du contexte scientifique. Et puis, vous avez toutes et tous sans doute entendu parler de l'histoire de l'absinthe aussi, qui a été interdite, toutes les liqueurs. Là, c'est plutôt le côté alcool, etc., à la fin du 19e siècle, qu'on retrouve, si on fait le lien culturel, dans des tableaux d'impressionnistes également. Voilà, c'est quand même une famille assez étrange et étonnante parce que, comme dit François, effectivement, toutes ont des propriétés assez costauds. Et du coup, il en a dérivé aussi pas mal d'histoires humaines. Ok. Et alors, du coup, j'ai une autre petite question pour Catherine. Alors, on dit que la chlorophylle ne tient pas comme les teintures, mais pourtant, les traces d'herbe sont réputées tenaces. Alors, est-ce que c'est un autre élément qui colore ou Oui, c'est vrai, les traces d'herbe, j'ai fait l'expérience aussi, ça tient. Et c'est vraiment très étonnant. Mais si on veut faire une teinture avec des épinards, par exemple, le vert, ça va pas tenir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez curieux. Après, on peut aussi faire des encres avec la chlorophylle, mais sans trop rajouter d'eau. On broie des épinards, par exemple, des plantes assez pleines d'eau. Et puis, on écrit directement avec ça. Donc, ça peut marcher pour des peintures, des encres éphémères. Mais je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais j'ai remarqué aussi, et c'est souvent quelque chose qu'on se dit, mais pour les teintures, historiquement, ça n'a jamais été utilisé. Et donc, voilà, parce qu'en chauffant, parce que là, c'est peut-être sans chauffer, en fait, quand on a des traces d'herbe. Là, en chauffant, en tout cas, pour faire une teinture, il faut chauffer, c'est peut-être ça la réponse. Et donc, après, en chauffant, elle s'hydrolyse et elle n'a plus ses propriétés tinctoriales. Et du coup, le vert, on le retrouve dans quelle plante? Alors, le vert, c'est très intéressant. Merci de poser la question. Pour faire du vert, historiquement, on fait un pied de bleu, ce qu'on appelle ça un pied de bleu, donc une teinture en bleu avec l'indigo, l'indigotine, donc provenant de plusieurs plantes, je répète. Et puis par-dessus, on fait un mordançage à la lin et on fait une teinture en jaune, puisqu'on sait que jaune et bleu, ça fait du vert. Donc c'est comme ça qu'on utilise du vert. Après, on peut utiliser aussi un vert un peu plus cacadois, un peu plus bronze, en faisant une teinture en jaune et en nuançant avec du fer. Donc là, on a un vert aussi, mais ce n'est pas un vert vif, ce n'est pas un vert printemps. Ouais. Et traditionnellement, c'est 2 bains. Ok. Voilà. Alors du coup, voilà, je ne sais pas s'il y a des petites dernières questions ou des choses que vous souhaitez rajouter, François, Frédéric ou Catherine. On ne peut pas être partout, mais moi, je travaille principalement dans le Pacifique et j'ai beaucoup travaillé en Asie du Sud-Est. Et ensuite, on voit danger breveter le vivant, remède traditionnel qui ne rapporte rien en grand labo pharmaceutique. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de remède traditionnel versus labo pharmaceutique. Et en fait, si on reprend l'histoire de la médecine et de la pharmacie, ce qui s'est passé, c'est que finalement, la pharmacopée française était beaucoup basée sur des plantes. Et au fur et à mesure de l'évolution, notamment de la philosophie des Lumières, on a voulu essayer de sortir simplement des connaissances traditionnelles, mais vraiment de valider tout ce qu'il y avait scientifiquement, tous ces remèdes pour pouvoir les intégrer d'une manière officielle dans les pharmacopées. Et en fait, donc, il y a beaucoup de plantes qui sont passées à la trappe parce qu'on n'a pas pu démontrer leur activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'activité. Ça veut dire qu'on n'a pas su le démontrer d'un point de vue clinique ou peut-être qu'on a mal cherché, on a utilisé les mauvais modèles, peut-être qu'on a utilisé les mauvais paramètres en tout cas, et peut-être aussi que c'est un effet placebo. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été démontrées, qui fait que finalement, dans la pharmacopée actuelle, il y a moins de plantes. Les laboratoires pharmaceutiques, eux, finalement, effectivement, eux, ce qui les intéresse, c'est il y a un côté business, il y a un côté faire sortir des molécules. Et dans les remèdes traditionnels, c'est souvent des plantes qui sont associées à l'intérieur d'une seule plante. Vous avez déjà plusieurs centaines de composés, donc vous mélangez déjà
des centaines de composés ensemble, plus avec d'autres plantes qui contiennent aussi chacun des centaines de composés. Ça fait beaucoup de composés qui agissent entre eux. Et en fait, ce n'est pas un problème, je pense, de labo, c'est plus un problème de science. Comment on fait pour comprendre comment ça marche? Et actuellement, d'un point de vue technologique, on n'est pas capable de dire, voilà, cette plante-là, toutes les molécules qu'il y a à l'intérieur agissent comme ça sur le corps. On approche petit à petit de ça, mais ça prend énormément de temps et beaucoup d'argent, beaucoup de moyens financiers, et donc c'est finalement pas très rentable pour les labos pharmaceutiques. Alors c'est du coup la recherche académique qui s'occupe de ça, mais ça prend énormément de temps. Et du coup, toujours François, j'ai une question. Voilà, les animaux utilisent des plantes médicinales, notamment les grands singes. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Les animaux utilisent. Tu peux Les répondre grands animaux, et il parlait des singes, les grands singes. Oui, utilisent des plantes médicinales, c'est Ouais. ça? Ouais, donc c'est plutôt ce qu'on appelle la zoopharmacognosie ou ce genre de choses. Oui, effectivement. Donc, il y a des recherches qui sont faites sur les singes, sur les primates, pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisent. Moi, ce n'est pas que sur les primates, d'ailleurs, c'est aussi sur les éléphants. Moi, j'ai un collègue qui a travaillé au Laos sur les cornacs et leurs éléphants pour savoir quelles plantes ils utilisaient au quotidien, pour voir avec quoi ils se soignaient, puis voir aussi les effets que ça leur provoquait. Donc, ils ont pu retrouver des plantes, par exemple, pour traiter les diarrhées, par exemple. Ça, c'était parce que c'est facile de voir ça chez un éléphant. Et voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Et donc, ils ont pu retrouver des choses, et également chez les primates. Donc, effectivement, il y a des choses qui se retrouvent, mais c'est moins facile que chez l'homme, puisque l'homme parle, comme vous le savez. Et donc, la connaissance peut plus facilement se partager. Chez les primates, chez les animaux, etc., c'est de l'observation et ça prend beaucoup plus de temps, donc beaucoup plus complexe. Et du coup, j'ai une petite dernière question pour toi, Catherine. Alors, les plantes pour teindre, est-ce qu'il faut aller les chercher dans la nature ou est-ce qu'on peut les trouver ailleurs? Alors, donc j'ai le micro. Oui, on peut les chercher dans la nature, on peut faire des tests. Alors après, moi, à chaque fois, cueillir dans la nature, bon, faut toujours faire attention, évidemment, à ce qu'on cueille, pas couper trop. Enfin, bon, voilà, on respecte un peu. Mais on peut aussi les cultiver chez soi. On peut cultiver dans la nature, on va trouver quoi? Le noyer, on va trouver pas mal d'arbustes. Beaucoup de plantes vont vous donner du jaune. Déjà, ça, dans la nature, on pourra trouver ça. Et puis, on peut beaucoup aussi les cultiver chez soi. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, on peut aussi beaucoup utiliser les déchets verts. L'avocat, les peaux d'avocat, par exemple, les peaux d'oignon, les fans de carottes, les feuilles d'artichaut. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, il faut tester. Faut tester des choses après. Mais voilà, moi, j'utilise, oui, les galles aussi, je les ramasse dans la nature. Je ramasse pas mal de choses, mais que je cultive. Voilà. Et le millepertuis aussi. Oui, le millepertuis, d'ailleurs, ça nous fait un petit verre aussi, le millepertuis. C'est un petit peu une exception. C'est vrai. Ouais. Le millepertuis, ça, je le cueille aussi dans la nature. Voilà. Et alors, du coup, vraiment une dernière question qui vient d'arriver. François, est-ce que l'utilisation de plantes par la pharmaceutique n'est pas problématique d'un point de vue arrachage de plantes et espace de culture? Oui, alors ça, c'est plus en termes d'approvisionnement de la ressource. Alors, effectivement, ça peut être problématique ou pas, ça dépend de la plante. La plante, il y a des plantes qui se cultivent facilement, et donc, par exemple, j'ai en tête un médicament cancéreux qui est d'ailleurs vendu par un labo ici à Toulouse, je ne citerai pas le nom, mais qui est assez connu en tout cas, et qui, eux, pour cultiver la plante, en fait, c'est la pervenche de Madagascar qui fournit un anticancéreux. Et pour cultiver la plante, en fait, ils sont à Madagascar, ils ont établi en fait des liens avec les populations locales et essayé de faire en sorte qu'il y ait un retour sur investissement pour les populations locales qui cultivent pour eux la plante à grande échelle. Après, effectivement, si on commence à faire ça avec toutes les plantes et qu'on se dit ouais, bon, on va faire des médicaments à partir des plantes et qu'il faut cultiver et qu'il faut raser plein de surfaces agricoles pour faire de la plante, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va pas le faire. Donc
Et donc, c'est pour ça aussi qu'on essaie d'isoler les molécules. C'est pour s'affranchir en fait de la culture de la plante. Tant qu'on peut isoler la molécule et qu'après on peut la faire synthétiquement, alors les gens ont souvent tendance à croire que la chimie c'est mauvais, mais la chimie, dans la plante, il y a de la chimie. Et donc, tant si on peut s'affranchir en fait de la culture de la plante, ça évite de pomper des espaces et donc ça permet plus facilement de faire des molécules qui sont peut être utilisées en thérapeutique. En complément, tu parlais, François, de la pervenche de Madagascar. Dans le même groupe pharmaceutique du côté de Castres, donc, avait mis en culture, enfin, avait travaillé avec des cultivateurs du Gers il y a quelques années pour leur production de calendula, de soucis, dans le genre beaucoup plus local aussi, mais de mise en culture dans des normes bio, etc., etc. Et du coup, on va pouvoir arriver à terme de la table ronde. Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette table ronde et nous avoir un petit peu instruits sur les usages que vous faites des plantes.